Bienvenue à nouveau dans Underwater Dimension, dimension sous-marine. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement discuter, nous allons suivre un véritable cours d'histoire du droit de la plongée. Pour comprendre pourquoi nous avons enfin une agence nationale en 2026, nous devons d'abord comprendre où tout est resté bloqué pendant près d'un demi-siècle. Héloïse, ouvrons le registre de classe. Avec plaisir, Noah. Pour parler de 1979, nous devons en fait remonter encore plus loin, jusqu'en 1942. Beaucoup ignorent que la figure du plongeur professionnel en Italie est née, entre guillemets, à l'intérieur, fin de citation, du Code de la navigation, à savoir le décret royal numéro 327. À l'époque, on ne parlait pas de somozzatori, mais de palombari, ces scaphandriers à casque. Exactement. Les articles 114 et 116 de ce code parlaient des scaphandriers en service local. C'était l'époque des casques en cuivre, des bottes en plomb et de l'air pompé à la main, depuis la surface. La loi de 1942 et le règlement de 1952 définissaient le plongeur comme un ouvrier portuaire. Il n'était pas du tout un technicien spécialisé au sens moderne, mais une force de travail liée au quai. Le premier grand tournant arrive avec le décret ministériel du 13 janvier 1979. C'est ici que s'opère la transformation terminologique. Le ministre de la Marine marchande décide que le mot palambaro est obsolète. La catégorie des plongeurs en service local, OTS, est officiellement née. Analysons bien ce décret, car il contient des exigences qui nous font sourire aujourd'hui, mais qui étaient extrêmement rigides à l'époque. L'article 3 stipulait que pour s'inscrire au registre de la capitainerie, il fallait avoir entre 18 et 35 ans. Seulement 35 ans. Si vous en aviez 36, pour l'État, vous étiez déjà trop vieux pour commencer. Et n'oublions pas les critères de santé. Citation. Saine et robuste constitution. Fin de citation. Pas de problème cardiovasculaire, neurologique ou psychique, mais la vraie perle est l'exclusion explicite pour les personnes dépendantes à l'alcool ou pour les obèses. C'était une sélection presque militaire et qui se heurtait toutefois à une réalité formative encore précaire. Nous arrivons ici au point crucial de la leçon, l'article 3, paragraphe 6. La loi exigeait un diplôme de plongeur professionnel ou d'expert technique en travaux sous-marins, délivré par des instituts d'État ou des écoles légalement reconnues. Mais quelles étaient ces écoles ? À l'époque, elles étaient très peu nombreuses et la formation se faisait souvent sur le tas ou par le biais de la marine militaire, un décalage flagrant entre la norme et la réalité. Le problème fondamental du décret ministériel de 1979, cependant, n'était pas seulement la formation, mais la limite opérationnelle. L'article 2 était clair. L'activité s'exerce, citation, dans le cadre du port où le bureau est inscrit et à proximité. Fin de citation. Imaginez la scène. L'industrie pétrolière commençait à découvrir des gisements offshore, l'ENI et Saipem avaient besoin d'hommes capables de descendre à 100 mètres de profondeur en pleine mer, et la loi italienne répondait en parlant de service portuaire. C'est un paradoxe technico-juridique. L'OTS de 79 était, selon la loi, un travailleur portuaire. Mais le marché réclamait des techniciens industriels. Cette divergence a créé une zone grise qui a duré des décennies. Alors que le monde courait vers la plongée à saturation, les mélanges Heliox et les standards IMCA, l'Italie restait ancrée à un décret qui ne prévoyait que la plongée à l'air et les carnets de plongée papier. Puis il y a eu les intégrations des années 80. En 1981 et 82, l'État a dû mettre à jour le décret pour permettre l'inscription des citoyens de la communauté économique européenne. C'était le premier signe que le marché du travail sous-marin s'internationalisait. Pourtant, malgré ces pansements normatifs, le cœur du problème demeurait l'absence d'un parcours de formation standardisé et moderne. Faisons un bond en avant pour voir comment ce système a commencé à se fissurer. Nous arrivons aux années 2000, la technologie a fait des pas de géant, mais la loi est toujours de 79. En 2006, le tribunal administratif Tare du Latium intervient. Un arrêt historique annule la limite des 35 ans pour l'inscription, la qualifiant de discriminatoire. C'est le premier signe que l'ancien régime s'effondrait sous le poids des temps nouveaux. Et ce n'est pas tout. En 2015, une réponse du ministère du Travail clarifie un point fondamental. Les normes techniques, comme la 1.11.366, ne sont pas des lois obligatoires, mais l'employeur est tout de même responsable de la sécurité selon le décret législatif 81-2008. En pratique, l'État disait aux entreprises « N'attendez pas que la loi de 79 se mette à jour, c'est à vous de garantir la sécurité de vos plongeurs en utilisant les meilleures technologies disponibles. » Dans cette leçon, nous avons compris que le décret ministériel du
13 janvier 1979, a été un pilier nécessaire, mais qu'il est vite devenu une cage. Il a créé l'identité de l'ETS, mais l'a confiné géographiquement et techniquement. L'Italie avait des géants de la plongée qui travaillaient dans le monde entier, mais qui, chez eux, étaient encore considérés comme des opérateurs portuaires. Une révolution était nécessaire. Une révolution qui n'est pas partie de Rome, mais d'une île qui a décidé de regarder au-delà de l'horizon du port. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment la région sicilienne, entre 2011 et 2016, a pris ce vieux décret, l'a analysé et a dit « maintenant, on s'en occupe ». Préparez vos manuels, car dans le prochain épisode, nous étudierons la naissance de la plongée industrielle moderne. C'est tout pour aujourd'hui, la leçon est terminée. Mais le voyage continue. À la prochaine. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre l'histoire de la plongée professionnelle en Italie, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait le trouver intéressant.